je suis Catherine Marquez, responsable du marketing et la communication chez Inflexis, et je suis ici avec Marine Jean-Pierre qui est UX UI designer. Bonjour. Et Mélanie Jean-Jean qui est notre référente numérique responsable. Bonjour. Toutes deux donc également chez Inflexis. Et nous allons parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, l'empreinte environnementale du numérique, et particulièrement comment cela impacte notre activité de conception d'applications mobiles. Alors Mélanie, on parle d'empreinte environnementale du numérique. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que le numérique n'est pas immatériel? Non, le numérique n'est pas immatériel, loin de là, car l'impact des technologies est bien réel, qu'il s'agisse d'énergie consommée, de matières premières utilisées, d'énergie fossile utilisée pour la fabrication ou encore des déchets générés. Mais avant de parler de cela, j'aimerais revenir sur ce qu'est l'empreinte environnementale. Alors oui, en effet, on parle aussi d'empreinte carbone ou de bilan carbone, si je ne me trompe pas. Oui, et d'ailleurs c'est un abus de langage, car cela laisse entendre que c'est le carbone qui est à l'origine du réchauffement climatique. Or, le carbone n'est pas un gaz à effet de serre. C'est un élément chimique à l'origine de la vie sur Terre. Cette confusion que l'on rencontre régulièrement rend nécessaire de repréciser certains termes. L'empreinte environnementale est un indicateur qui comptabilise la pression exercée par les êtres humains sur les ressources et la nature. Ainsi, on peut mesurer par exemple l'empreinte environnementale d'un pays en évaluant les émissions de gaz à effet de serre induites par la consommation de la population du pays. En fait, il y a plusieurs gaz à effet de serre, mais pour simplifier, on va essayer d'uniformiser la méthode de calcul en s'appuyant sur le CO2 ou dioxyde de carbone, car c'est le gaz émis par l'humanité qui a le plus d'influence sur les changements climatiques. Mais parmi les gaz à effet de serre naturels, il y a aussi le méthane, par exemple, qui provient essentiellement de l'élevage, ou encore la vapeur d'eau issue, par exemple, de la fabrication de l'électricité dans les centrales nucléaires. À titre d'anecdote, en France, quand vous rechargez la batterie de votre smartphone, vous émettez surtout de la vapeur d'eau. Ah d'accord, j'y penserai la prochaine fois que je brancherai mon téléphone. Mais revenons au numérique et à son empreinte carbone, son empreinte environnementale. Eh bien, l'impact environnemental du numérique est bien réel et on peut le mesurer. Déjà, selon l'ADEME, le numérique est responsable de plus de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, plus que l'aviation mondiale. Et il est en augmentation de 6 à 8% par an. Et étant donné l'amplification constante des usages, dans notre vie personnelle comme professionnelle, on prévoit un doublement de cet impact d'ici 2025. Ces gaz à effet de serre du numérique sont générés à hauteur de 25% par les data centers, 28% par les infrastructures réseau et 47% sont dus aux équipements des consommateurs, c'est-à-dire nos ordinateurs, nos smartphones, nos tablettes, nos objets connectés. Sachant que nous avons 8,9 équipements par personne en Europe occidentale contre 5,3 en 2016. Je peux également donner quelques autres chiffres qui sont parlants. Entre 2014 et 2019, le trafic Internet a été multiplié par 10. Le nombre d'objets connectés, quasi inexistants il y a 10 ans, était de 30 milliards en 2020 et on estime leur nombre à 75 milliards en 2025. Je parle ici des personnes connectées, des montres, des robots de manutention, des compteurs intelligents, RFID, des véhicules, des assistants vocaux, des box Internet. En fait, il y a de plus en plus d'utilisateurs et de plus en plus d'objets connectés par personne. Et ces équipements enregistrent de plus en plus de données. Tout cela épuise notamment des ressources abiotiques, c'est-à-dire des ressources naturelles non renouvelables. Cela entraîne la pollution de l'eau, des sols, et une raréfaction de minerais et terres rares, à partir desquels on fabrique les composants électroniques qui sont au cœur de nos équipements numériques. Alors que les stocks de ces ressources fossiles ont mis des milliards d'années à se constituer et ne sont pas infinis. Cela a aussi un impact sur l'écotoxicité humaine, la biodiversité. Et est-ce qu'on peut préciser un peu les choses alors en prenant l'exemple des smartphones? Quelle est leur empreinte environnementale? Pour mesurer l'impact environnemental de nos smartphones, il faut prendre en compte leur cycle de vie complet, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage. Et si on veut calculer leur empreinte numérique globale, il faudra penser à y ajouter les impacts économiques et sociaux. Prenons l'impact environnemental. Cet impact s'observe sur chaque étape du cycle de vie d'un smartphone, c'est-à-dire la fabrication, la distribution, comme le transport, l'utilisation, donc nos usages, et la fin de vie, c'est-à-dire le recyclage, mais elle n'y contribue pas dans la même proportion. Selon l'ADEME, c'est la phase de fabrication qui regroupe la conception, l'extraction et la transformation des matières premières,
la fabrication des principaux composants et l'assemblage, qui est responsable à elle seule des 3/4 de l'empreinte environnementale d'un smartphone. La fabrication. Un smartphone classique est fait de 70 matériaux, dont 50% de métaux, 40% de plastique et matières synthétiques, et 10% de verre et de céramique. Jusqu'à 50 métaux différents sont présents dans nos smartphones. Des métaux ferreux et non ferreux comme le cuivre, l'aluminium, le zinc, le nickel, des métaux précieux comme l'or ou l'argent, des terres rares ou métaux spéciaux tels que le tungstène et le tantale, et d'autres substances comme le magnésium, le cobalt, le carbone ou le lithium. Il faut savoir qu'il faut mobiliser 70 kg de matières premières pour produire, utiliser et éliminer un seul smartphone, soit 600 fois le poids d'un téléphone. Tous ces métaux et terres rares sont extraits de mines en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Cette extraction est très nocive pour l'environnement car elle pollue l'eau et les sols. Enfin, les différentes étapes de leur fabrication, conception, extraction, fabrication des composants, assemblage et leur distribution conduisent nos smartphones à faire plusieurs fois le tour du monde avant d'aboutir dans nos mains. Parlons également du recyclage. Nos smartphones sont à l'heure actuelle peu ou très mal recyclés. Par ailleurs, le process est fait de manière artisanale et nuisible pour l'homme et pour l'environnement. On parle d'ailleurs de mine urbaine, car il y a plus d'or dans nos smartphones jetés ou inutilisés que dans les mines en cours d'extraction dans le monde. D'accord. Eh bien, on vient de voir l'impact environnemental et concernant l'impact sociétal alors. Cela concerne les conditions de travail dangereuses et déplorables des personnes qui extraient les minerais dans des mines artisanales, conditions qui violent parfois les droits humains fondamentaux, notamment le travail forcé des enfants, les conflits armés que cela provoque dans des zones politiquement instables pour rester maître de ces ressources rares, les déplacements de population, les maladies chroniques que les méthodes d'extraction provoquent, les cancers notamment. Le numérique induit aussi une fracture lorsque des difficultés d'accès empêchent une partie de la population de l'utiliser. Des difficultés d'accès aux équipements pour des raisons financières, difficultés d'accès aux infrastructures dans les zones blanches par exemple, ou difficultés d'accès par manque de compétences. Il y a aussi ce que l'on nomme l'électronisme. Cela concerne 17% de la population française. Il s'agit de la peur d'utiliser le numérique par crainte de se tromper ou de ne pas savoir faire. Mais alors, comment faire pour limiter cet impact? Est-ce qu'il faut arrêter d'acheter des smartphones? Non, non, bien sûr. Ce dont il faudrait être conscient, c'est qu'on est dans une course en avant. Les technos s'améliorent et au lieu de se contenter d'être plus efficaces dans notre consommation actuelle, on consomme encore plus. On assiste à un phénomène de rebond. On ne remplace pas, on empile. La 2G, la 3G, la 4G, la 5G. On empile matériel, infrastructure. C'est plus une transition numérique, mais un empilement numérique. Nous pourrions commencer par être plus raisonnables dans nos usages, par exemple. Limiter le streaming, désactiver le mode lecture automatique pour les vidéos, visionner en HD plutôt qu'en 4K, réduire la qualité de l'image ou la résolution, écouter la musique sur des plateformes dédiées plutôt que sur des plateformes faites pour la vidéo, désinstaller les applis inutilisées. Pourquoi ne pas utiliser le Wi-Fi quand on peut, plutôt que la 3G ou la 4G? Essayer de garder le plus longtemps possible son smartphone, plutôt que d'acheter son successeur, supposé être plus performant lorsqu'il est mis en vente. Pourquoi ne pas chercher un fabricant de smartphones plus équitable? On peut privilégier les smartphones d'occasion, ou reconditionnés lorsqu'un nouvel achat s'avère nécessaire, ou s'intéresser aux écolabels. Revendre ou donner son ancien téléphone plutôt que de le jeter s'il fonctionne encore. Et pour les entreprises, permettre éventuellement aux salariés d'utiliser leur équipement mobile professionnel pour un usage personnel, pour éviter de doublonner le matériel. Pareil pour les PC, dans la mesure où cela n'entraîne pas de problème de sécurité ou que cela n'impacte pas le droit à la déconnexion, bien sûr. Oui, en effet, très bonne suggestion. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'on parle d'usage. Et là, je me tourne vers Marine. Est-ce que la façon dont on conçoit une application mobile peut avoir un impact sur l'environnement? Oui, en effet, Catherine. Et d'ailleurs, les designers, comme toutes les personnes qui ont un rôle à jouer dans la conception d'une solution numérique, possèdent une responsabilité sur l'impact énergétique qu'elle produira. Aujourd'hui, il faut se rappeler que 70% des applications sont sous-utilisées et 50% des fonctionnalités de ces applications ne le sont pas non plus. C'est le phénomène d'obésiciel. Et je dirais que c'est presque normal en fait pour nous, êtres humains du XXIe siècle, d'être séduits par des solutions qui répondent à nos envies.
Mais dans la grande majorité des cas, il est rare que les applications et logiciels qu'on télécharge sur l'instant répondent à notre besoin initial. D'accord, mais dans ce cas, comment on conçoit une solution qui répond justement à des besoins et pas seulement à des envies? Quels sont les pièges qu'il faudrait éviter pour ne pas créer une énième application gadget? Eh bien, en intégrant et en sollicitant les utilisateurs finaux dans la réflexion. Le conseil que je donnerais à toute entreprise pour garder le cap dans sa réflexion, ce serait d'utiliser la méthode des 3 U. Pour chaque décision à prendre, il faut se demander si son idée permettra de créer une solution utile, utilisable et utilisée par ses utilisateurs. Les futurs utilisateurs de votre application sont l'élément clé dans la réussite d'un projet digital pour concevoir une solution utile. Il ne faut donc pas les négliger. Ok, mais concrètement, peux-tu partager avec nous quelques bonnes pratiques d'éco-conception? Oui, bien sûr. Mon premier conseil serait de se fixer des objectifs clairs en termes de valeur ajoutée pour les utilisateurs, mais aussi en termes d'impact énergétique à respecter, et il faut les exprimer avec des indicateurs. Plus l'entreprise est claire sur son engagement, plus il lui sera facile de s'investir en ce sens et de le respecter. Par exemple, il est plus facile de se préparer pour une course et de la réussir si on sait à l'avance qu'on devra courir 10 km et non un marathon entier du premier coup. Donc fixer des objectifs réalistes et réalisables. Mon conseil numéro 2 est d'intégrer les utilisateurs finaux à toutes les étapes de la conception, ce qui permet de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles et donc de concevoir une solution utile. Mais la solution ne doit pas être uniquement utile, elle doit être aussi utilisable et utilisée. Et donc pour cela, mon troisième conseil est d'imaginer un parcours simple et pratique. Donc il faut que l'utilisateur puisse accéder aux services souhaités en utilisant un minimum d'interactions. Pour cela, il ne faut pas rester sur la première idée de parcours et revenir dessus plusieurs fois en pensant à tous les cas d'échec possibles. Cela contribue à diminuer le nombre de pages à développer, le nombre de requêtes serveurs à réaliser, ou les deux, et cela augmente la satisfaction utilisateur. Mon quatrième conseil est d'éviter un maximum les contenus lourds comme les images, les vidéos, s'ils ne sont pas nécessaires à l'usage. Par exemple, on peut opter pour supprimer la vidéo de présentation qui se lance à l'ouverture de l'application et opter pour des indications textuelles qui expliquent les fonctionnalités à l'utilisateur au bon moment. Cela économisera non seulement de l'énergie mais aussi de l'attention. Enfin, faites tester le parcours par les utilisateurs et en conditions réelles. Pas besoin d'avoir une maquette finalisée pour cette étape. On peut faire des croquis très rapides sur des feuilles et simuler ainsi l'enchaînement des pages auprès des utilisateurs. On se rend compte à ce moment-là si des étapes manquent ou si des fonctionnalités ne sont pas utiles. D'accord, et concernant l'interface, Marine, en tant qu'UI designer, as-tu des conseils à donner pour concevoir une interface sobre et accessible? Oui, en effet. Il faut penser à concevoir des interfaces sombres. Il faut savoir que la luminosité de l'écran a un impact fort sur sa consommation en électricité. Il faut également prendre en compte la compatibilité de l'interface à long terme, en évitant d'utiliser les codes graphiques et interactions des derniers modèles d'appareils sortis. Cela revient à lutter contre le suréquipement, la surconsommation et la réduction des durées de vie des équipements techniques. On s'assure en même temps d'adresser le service offert par l'application à de nombreux utilisateurs qui souhaitent conserver leur équipement sur la durée. Enfin, il ne faut pas oublier l'accessibilité numérique. Les porteurs de handicap visuel, cognitif, moteur, tout comme les personnes peu à l'aise avec la technologie, doivent pouvoir accéder à n'importe quel service. Pour cela, pensez à des codes couleurs lisibles de tous, à un contraste suffisant pour l'interface, à des symboles et indications spécifiques pour mieux guider l'utilisateur, mais également à des typographies lisibles par tous, comme la police Open Dyslexic. Voilà quelques-uns des conseils qui m'aident le plus dans le design d'applications mobiles au quotidien. Bien sûr, cette liste de bonnes pratiques n'est pas exhaustive et vous pouvez en retrouver beaucoup d'autres dans les ressources mises à disposition sur le site de l'Institut du numérique responsable. Super, merci Marine. En résumé, Mélanie, si je comprends bien, en étant conscient de l'impact environnemental et sociétal du numérique, on peut mettre en place des habitudes de consommation et d'usage plus responsables. Oui, parfaitement. Nous avons vu quels sont les aspects plutôt négatifs du numérique, tels que l'électronisme, mais il y a aussi le cyberharcèlement, l'économie de l'attention, la myopie, dont nous souffrons de plus en plus tôt. L'idée n'est pas de culpabiliser, mais de prendre conscience pour pouvoir réfléchir à des solutions et mettre en œuvre des pratiques moins impactantes et même bénéfiques. En même temps, le numérique peut apporter beaucoup. Par exemple, les téléconsultations dans les zones de déserts médicaux,
L'application mPedigree en Afrique qui permet de sauver des vies grâce à l'envoi d'un simple SMS. Le patient sait si le médicament qu'il utilise est contrefait ou pas et s'il peut ainsi se soigner sans risque. Réservons la technologie là où elle a vraiment de la valeur ajoutée. Merci Mélanie et merci Marine pour cet échange. Et quant à vous qui nous écoutez, si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter les liens que nous avons mis dans le descriptif de ce podcast et à nous contacter pour échanger. À bientôt.